Binge audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Salut, c'est Thomas Rozek. Il ne vous aura pas échappé qu'avec l'actualité qu'on se trimballe depuis un an, il a rarement autant été question dans nos journaux, nos radios et nos télés de mal-être, de difficultés, de peur du lendemain. Comme si d'un coup, la souffrance était devenue un trait commun reliant toutes et tous, avec évidemment des nuances et des contrastes en fonction des réalités de chacun. Mais il n'empêche, étudiants, résidents en EHPAD, gérants de bistrot ou infirmières libérales, ces vies d'habitude si dissemblables se retrouvent au moins sur ce point, ça va pas super fort. Mais au-delà du constat qui ne nous emmènera pas très loin, reste une question. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ce mal-être? Est-ce qu'il n'y a pas, si on y réfléchit un peu, matière à y trouver de quoi penser ce fameux monde d'après auquel on a renoncé, semble-t-il, aussi vite qu'on y a cru? Ce sera l'une des questions de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Avant de trouver une réponse, il faut accepter. Votre mot-clé, c'est l'acceptation. Notre invité, c'est le chercheur Romain Huette. Il est maître de conférences en sciences de la communication, spécialiste de la violence, celle qu'on reçoit, celle qu'on produit et celle qu'on s'inflige. Il signe ces jours-ci un livre de si violente fatigue aux presses universitaires de France, une passionnante enquête et réflexion sur celles et ceux qui souffrent, les malheureux, les désespérés. Un travail né notamment de son expérience, on en reparlera, de bénévole dans les associations de prévention du suicide. J'ai démarré la discussion avec une question aussi vaste que complexe. Quel est le rôle politique de la souffrance ? Moi, immédiatement, il m'a semblé, en tout cas, qu'il était important de regarder la souffrance d'un point de vue politique, parce que, à la fois, la souffrance est une expérience qui est tout à fait commune. Enfin, je veux dire, les uns et les autres, nous faisons des expériences. Alors, évidemment, c'est d'une intensité un peu inégale, mais une expérience de la souffrance. Donc, il y a déjà cette idée d'un commun de la souffrance. Et puis, deuxièmement, enfin, moi, c'est vraiment le cœur de mon livre, c'est d'essayer de se demander, derrière cette déception à l'égard de la vie, quelles sont les attentes de monde ou de vie bonnes que les uns et les autres peuvent avoir. Donc, ce qui est politique, en fait, c'est de dire que si on écoute quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est épuisé, qui est dans une profonde lassitude morale, c'est pas seulement en fait pour porter soin à cette personne, c'est bien sûr cela, mais c'est aussi pour essayer de travailler sur ce qui pour cette personne-là manque dans le monde pour mener une vie accomplie. Et ça, répondre à cette question-là, qui est très dure, bien sûr, c'est aider la société à se réfléchir, c'est l'aider à se penser, et notamment aussi aider la société à penser sa propre brutalité. Évidemment, dans notre entourage ou nous-mêmes, nous pouvons côtoyer des personnes qui sont en situation de souffrance, mais de façon générale, finalement, on n'en parle pas tant que ça collectivement. Et ces espaces, ces associations, par exemple, de prévention contre le suicide, ces groupes de parole, sont des lieux très intéressants, dans lesquels il se fait beaucoup de choses, etc., mais en même temps, ce sont des voix qui ne pénètrent pas l'espace public. Et l'idée, c'est véritablement d'affronter la souffrance et d'affronter ce que ces personnes en situation de détresse sont en train de nous raconter de leurs difficultés à se glisser dans le monde, à être au monde, à vivre leur vie pleinement, quoi. Est-ce que le fait qu'on ait du mal à avoir cette acceptation publique de la souffrance, c'est lié au fait qu'on a tendance à la considérer comme étant du ressort exclusivement privé, de l'intime ? C'est tout à fait ça. En fait, je pense que, premièrement, en fait, la voix du malheureux, c'est une voix dissonante, en fait. Déjà, elle est difficile à écouter parce qu'elle nous perturbe. Par exemple, si moi, je suis globalement assez confortable dans ma vie, ou en tout cas, par exemple, je suis pas en proie à des agitations, à des angoisses particulières, etc. Si je suis confronté à quelqu'un qui est dans une situation d'intense souffrance, évidemment, je suis mis en cause. Moi, être normal, comment se fait-il que je sois aussi indifférent au manquement de la vie, à tout ce qui manque à la vie, quoi. Comment ça se fait que moi je me suis si bien habitué à cette vie qui est peut-être un petit peu étroite malgré tout, quoi. Mais finalement je m'y complais, quoi. Donc déjà en fait je pense que cette voie malheureuse elle a une puissance transgressive très forte et cette puissance transgressive on la vit d'ailleurs dans une interaction quand vous discutez simplement avec quelqu'un qui est en situation de détresse, mais bien sûr aussi tout à fait collectivement parce que évidemment si on s'intéresse de près à ce que les voies malheureuses nous disent, cela vient commander une transformation brutale à la fois des normes communes qui nous disent ce que c'est que bien vivre, et bien sûr la façon aussi dont notre société est organisée et la façon dont peut-être aussi justement un certain nombre de vies sont complètement bloquées, quoi. Est-ce que les personnes en souffrance, celles et ceux qui souffrent, se considèrent comme faisant partie d'un collectif? Ou est-ce que justement la société ne passe pas son temps, parfois avec de bonnes intentions, à les renvoyer à leur individualité et au fait qu'ils sont seuls?
Tout à fait, vous avez raison. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans votre question précédente, vous avez parlé du caractère privé, cette tendance à individualiser systématiquement le malheur. Et d'ailleurs, la personne malheureuse elle-même peut avoir tendance à expliquer, quand elle doit raconter sa vie, ou en tout cas ses difficultés, à penser que ses interlocuteurs n'arrivent pas à la comprendre, quoi. Finalement, ne peuvent pas complètement comprendre ce qu'elle est en train de vivre, parce que c'est quelque chose de très très intime, c'est quelque chose de très personnel. Et là, l'idée, c'est de dire que non, c'est pas si personnel que ça. Enfin, bien sûr, il y a toujours des vies singulières, mais il y a un commun de la souffrance. C'est-à-dire que finalement, au fond, moi, ce que je me suis aperçu en écoutant et en étudiant des milliers de personnages qui racontaient leur vie ordinaire, je me suis aperçu qu'il y avait effectivement tellement de choses communes dans la façon d'énoncer ce qui écrase un petit peu les existences. Et voilà, et cette mise en lien, alors bien sûr, personne ne vous dira, il y a un collectif, une espèce de masse des vies malheureuses, des vies déçues. Mais non, parce qu'on organise une rigoureuse séparation d'une certaine manière. Et c'est ça le travail de poétisation, c'est de mettre en lien ces voix. Parce que ces voix ont non seulement du commun, et mériteraient sans doute justement d'être travaillées dans ce qu'elles pourraient tisser ensemble. Et justement, là encore une fois, observer ce qu'elles pourraient porter comme réforme de notre société, de nos normes, etc., quoi. C'est quoi ces bases communes? C'est quoi ces points communs, ces points de ralliement autour de ces vies en souffrance que vous décrivez? C'est une question importante et difficile. C'est-à-dire qu'il y a quand même une première idée assez importante, c'est que la souffrance n'est pas forcément le résultat d'un événement extraordinaire. Et très souvent, et notamment quand on parle du suicide, on s'attend à ce que des personnes, par exemple, nous parlent de bouleversements biographiques, la perte d'un être cher, ou ça arrive, hein, bien sûr, évidemment, des événements tout à fait traumatisants et qui ont des répercussions sur l'ensemble de la vie, quoi. Moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'était de regarder combien cette vie ordinaire était progressivement sans relief, quoi. Au final, c'était plutôt question de déboires quotidiens, quoi, de difficultés en fait dans la vie quotidienne, une vie un petit peu tiède, une vie dans laquelle finalement on n'arrive pas vraiment à se reconnaître dans ce qu'on est en train de faire dans la vie de tous les jours. Moi, j'appelle ça une crise de l'expressivité, quoi. C'est-à-dire cette très grande difficulté que nous avons à être entre guillemets l'auteur de nos vies. Et bien souvent, c'est pas seulement parce qu'il y aurait des espèces de grandes structures qui bloquent nos existences. C'est aussi parce que par nous-mêmes, progressivement, les individus s'embarquent dans des vies dans lesquelles ils ne se reconnaissent plus du tout. Alors là, ça peut être dans des relations amoureuses qui évidemment en fait sont faites d'une indifférence mutuelle profonde. Ça peut être faire un travail dans lequel on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire, quelle est la consistance des gestes qu'on est en train d'effectuer au quotidien, voire même d'ailleurs, on ne reconnaît pas ici une finalité que nous défendons, etc., etc., quoi. Donc vous voyez, il y avait cette idée en fait d'insister sur cette vie ordinaire, quoi, et sur peut-être la difficulté que nous avons à retrouver un certain sens, une certaine cohérence dans ce que nous faisons dans le quotidien. Sur l'aspect justement de la solitude qui nous renvoie à cette idée d'individualité qu'on évoquait un peu plus tôt, là aussi je crois que c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est un socle commun, là aussi, alors ça peut paraître paradoxal que la solitude soit un socle commun, mais quelque part c'est le cas. Non, mais vous avez raison, la question de la solitude est tout à fait omniprésente dans tous les discours que j'ai énoncés, et la solitude, il ne faut pas l'imaginer simplement dans le fait de ne pas avoir d'entourage, enfin de ne pas avoir de personnes avec qui entretenir des relations, parce qu'on a beaucoup de personnes qui se sentent tout à fait seules au milieu de la foule, quoi, au milieu de tout le monde, quoi. Et effectivement, ça c'est un point de contact. Alors évidemment, on pourrait l'expliquer par l'éclatement de tous nos tissus de solidarité, de communauté, etc. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est cette tendance d'entretenir des rapports mutuels qui sont des rapports essentiellement stratégiques, d'intérêt, etc. Si bien qu'il y a une quête, en fait, c'est comme s'il y avait toujours cette demande encore d'une relation authentique, d'une relation profonde. Une relation qui est toujours déçue finalement au fond, parce que peut-être qu'on ne trouve pas véritablement d'interlocuteurs qui sont véritablement dans l'accueil finalement de ce que je suis en train de dire, ce que j'ai envie de lui dire. Et moi j'aime bien cette idée que de présenter autrui comme à la manière de Deleuze comme l'oxygène de la possibilité. Et bien là l'idée c'est de dire que cet autrui je n'arrive pas en fait à le rencontrer, quoi. Et vous voyez c'est cette rencontre systématiquement ratée avec autrui qui est bien souvent racontée, quoi. Vous parliez du tissu des solidarités, il en reste, on va dire, une trame, un filet un peu de sécurité tout auprès du sol, qui rattrape les personnes les plus en souffrance. C'est là où vous avez
été au contact de ces personnes dans ces structures d'écoute. À la base, je crois que vous y êtes allé en simple bénévole. Vous vous attendiez pas forcément à trouver là un sujet d'exploration à la fois intellectuelle et sociale. Non, oui, pas du tout. Effectivement, moi, la première fois que j'y suis allé, j'étais d'ailleurs assez jeune. Ça a été un moment d'étonnement profond parce qu'on découvre peut-être les souterrains de la société. On découvre finalement combien ces vies quotidiennes sont usées, quoi. Et en fait, à force d'écouter, j'ai vraiment eu envie d'écrire parce que il me semblait qu'il fallait sortir du silence ces voix et leur accorder en fait cette importance politique qu'elles doivent avoir. Parce que précisément, ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, c'est qu'elles nous apprennent beaucoup sur notre commun et sur ce qui ne va pas. Et une phrase qui le résumerait le mieux, c'est de dire que la personne en situation de souffrance ou le malheureux est en attente, et de ceux qui attendent. Ceux qui attendent quoi ? Ceux qui attendent de la densité existentielle. Et voilà, moi, c'est à cette question-là que j'ai envie de répondre. C'est quoi leur attente de monde ? C'est quoi cette attente de densité existentielle ? Que me faudrait-il pour avoir une vie bonne ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et est-ce que nous, on ne peut pas travailler collectivement cette fameuse question de qu'est-ce qui, dans nos vies, est finalement une certaine importance ? Est-ce que nous sommes capables déjà de le dire ? Et je crois que parfois, tout est organisé pour que jamais nous puissions répondre à ce genre de questions pourtant élémentaires d'un point de vue moral. Que dois-je faire, quoi ? Ce renvoi aux politiques, ce réarmement politique de cette relation aux personnes en souffrance, cette réflexion, elle naît aussi de votre part du constat de justement la dépolitisation. Beaucoup dans ces structures qui certes sont extrêmement louables dans leur démarche et pour les personnes qui les tiennent à bout de bras depuis des années, mais auquel il manque peut-être cet aspect politique dans la relation. Oui, complètement. C'est même, je pense, une tendance dépolitisante et qui est très problématique. En quoi elle est dépolitisante ? C'est peut-être déjà parce que, au niveau des savoirs qui sont mobilisés pour savoir comment, justement, échanger avec quelqu'un qui est en situation de souffrance, la psychologie, dans sa version très rudimentaire, très instrumentalisée, est omniprésente. Et finalement, au fond, il y a une tentative quasi systématique d'individualiser le malheur systématiquement. C'est-à-dire de faire parler l'autre, de l'aider à trouver ses propres mots, parce que c'est lui, en lui, qu'il va trouver les propres solutions, les propres ressources pour dépasser ce qui le fait souffrir, etc. Alors, je ne dis pas que cela est complètement faux, mais il y a quelque chose de l'ordre de ramener systématiquement notre souffrance à notre propre vécu biographique, et que finalement, en fait, c'est assez insuffisant de réfléchir comme ça. Je sais pas, je vais prendre un exemple élémentaire. Je suis, par exemple, quelqu'un d'extrêmement jaloux. Et du coup, je rends la vie insupportable à mon partenaire, par exemple. Eh bien, dans ce cas de figure, cette jalousie-là, bien sûr que je pourrais sans doute l'expliquer par ma trajectoire biographique, des événements que j'ai pu vivre avant, etc. C'est aussi, en fait, le produit du monde. C'est-à-dire que la jalousie est aussi un affect, peut-être, particulièrement important aujourd'hui en raison d'un certain nombre d'évolutions sociales, et notamment une espèce d'imprévisibilité permanente, d'insécurité permanente dans nos relations, etc. Et ce que j'essaye de dire, c'est que nous devons réinscrire nos épreuves individuelles, bien sûr, dans nos trajectoires biographiques, mais aussi dans le monde, quoi. Parce que je pense aussi que nos normes, le monde, la façon dont la société, de façon générale, favorise certaines expériences. Et c'est pas si étonnant. Et dans votre question, qui est une très bonne question, c'est qu'est-ce qui peut être un peu commun, qui traverserait un petit peu l'ensemble de ces vies ? Eh bien, de savoir que, par exemple, la solitude est quelque chose qui est systématiquement rappelé, ou en tout cas qui est systématiquement mentionné comme étant quelque chose de vraiment problématique pour les uns et les autres. Ça montre évidemment que nous devons réinscrire nos vies individuelles dans ces ordres plus généraux, quoi. Cette absence de la politique, cette dépolitisation même qu'on retrouve au sein de ces échanges et de ces plateformes, comment est-ce qu'elles la perçoivent ? Comment est-ce qu'elles reçoivent cette critique qui peut leur être faite et qui est en sous-texte dans votre livre et que je sais que vous leur avez déjà faite en direct ? Comment est-ce qu'elles la vivent ? Est-ce qu'elles la reçoivent ? Est-ce que ça fait potentiellement évoluer leur manière de percevoir les choses ? Nous avons souvent débattu de cela, et notamment des problèmes d'une psychologisation extrême finalement du malheur. Maintenant, évidemment, c'est très difficile à arriver finalement à mettre en pratique, parce que ce qui les intéresse, et voilà, moi quand j'écoute quelqu'un, je fais comment ? Alors c'est très bien de me dire qu'il faudrait faire un peu de philosophie, il faudrait faire un peu de sociologie, il faudrait sociologiser le mal-être. Enfin, concrètement, quelqu'un qui me raconte une grande lassitude morale, je peux pas simplement lui dire, écoute, oui, il va falloir que tu rediriges la violence ou la colère ou tes ressentiments contre le monde et non pas seulement contre toi-même. Vous voyez, il y a quelque chose de difficilement opératoire. Il y a simplement peut-être cette nécessité d'ouvrir pour avoir une plus grande intelligence aussi de la souffrance, parce que c'est très bien d'en connaître ces mécanismes psychologiques, mais nous avons aussi évidemment à réfléchir le contexte dans lequel on est en train de vivre. C'est assez élémentaire ce que je raconte, mais ça suppose par exemple dans des formations de pas simplement de faire des formations de psychologie, mais aussi se dire tiens, on a des jeunes qui expriment leur détresse,
qu'est-ce que je sais de la jeunesse aujourd'hui et pourquoi en fait des gens de 15 ans arrivent à écrire pour exprimer leurs idées suicidaires. Ça dit quoi finalement des jeunes de notre époque? Et ça, on a besoin d'une interrogation qui est bien sûr sociologique, philosophique, interdisciplinaire sur le coup. Vous avez un peu devancé ma prochaine question qui était de justement comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on réintègre le politique? Alors c'est la question la plus vaste et je sais qu'elle est sans fin, mais comment est-ce qu'on réintègre le politique dans cette relation à l'être en souffrance? Moi je pense qu'il y a déjà deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui que je viens effectivement d'évoquer, c'est dans la façon dont on s'instruit, où on affronte la question de la souffrance et justement de l'affronter déjà de façon pluridisciplinaire et finalement au fond de porter notre intérêt, de re-regarder le monde et de le rendre un peu à notre portée, quoi. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, j'ai la sensation qu'on se centre essentiellement sur la nécessité de se réformer individuellement. D'ailleurs, de prendre des petites résolutions pour changer de vie progressivement. Tout ça, c'est souvent très juste, souvent très important. Mais c'est souvent peut-être la seule chose que l'on peut faire devant un monde un peu inatteignable, un peu hors de notre portée, quoi. À défaut de changer le monde, je vais peut-être pouvoir un peu aménager mon existence. Et je crois qu'en fait, il nous faut peut-être reporter déjà notre intérêt sur le monde et sur les possibilités de transformation que nous avons collectivement. Et puis, deuxièmement, c'est le deuxième niveau, c'est auditionner ces voix, c'est faire l'épreuve de l'écoute de ces voix. C'est ça, moi, mon invitation, c'est de les sortir du silence et de faire en sorte que nous puissions écouter ce qu'elles nous disent et se laisser interpeller par ce que ces voix défaites nous disent. Et ça, c'est une démarche politique qui pour moi serait, me semble-t-il, très intéressante, parce que là, encore une fois, ça nous offre des directions sur ce que nous devons changer et transformer. Je prends un exemple très concret, mais vous discutez avec quelqu'un qui vous parle, je sais pas, de sa déception suite à une rupture sentimentale. Souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est soit de ramener sur les histoires anciennes, est-ce qu'il y a quelque chose de commun, on essaie de comprendre, en fait, dans la vie individuelle, comment se fait-il quand on arrive encore à une rupture, etc. C'est intéressant, mais peut-être aussi qu'on pourrait poser une question peut-être un peu plus simple, en tout cas formulée, mais très difficile à répondre. C'est qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une relation amoureuse épanouie et de travailler nos capacités d'idéalisation pour savoir évidemment dans quelle mesure ces capacités d'idéalisation sont un peu possibles dans ce monde ou en tout cas qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le monde pour que nos attentes de vie puissent être effectivement concrétisées, quoi. Et ça, c'est quelque chose de très pratique quand on discute ensemble. C'est pas simplement en fait de réinterroger dans notre vie individuelle, c'est d'interroger nos attentes, quoi. Au fond de tout ça, moi, ce que je retiens, c'est la nécessité aussi peut-être d'un renversement du paradigme. Là où habituellement, on a tendance à percevoir la souffrance comme étant la nécessité pour quelqu'un de changer pour s'adapter au monde, là, ce serait plutôt l'inverse. Ce serait la nécessité de nous, les uns et les autres, réussir à changer le monde pour qu'il s'adapte un peu mieux aux uns et aux autres. Je ne l'avais pas pensé comme ça, mais c'est effectivement comme ça qu'on peut le formuler, quoi. Il y a cette idée que le monde doit être un peu plus praticable, un peu plus appropriable, et que finalement, au fond, je ne suis pas sûr que ce sont nécessairement nos vies individuelles qui sont radicalement transformées. Alors bien sûr qu'il y a des réformes permanentes à faire, et que la vie est sujette à des questions permanentes, et à des transformations permanentes, mais qu'il y a cette idée, évidemment, d'un monde qui, aujourd'hui, est assez étouffant, assez asphyxiant, et en tout cas encore davantage avec l'expérience sanitaire que nous faisons aujourd'hui, où on voit bien qu'il est devenu de plus en plus difficile de se glisser avec un peu d'aisance dans le monde, d'être un peu familier dans ce que nous faisons dans le quotidien. Et ça, c'est pas un problème qui est personnel, c'est un problème qui est lié à la façon dont nous sommes tenus de vivre pour le moment, quoi. Et le livre de notre invité, De si violente fatigue, il sort, on l'a dit, aux presses universitaires de France. Merci à Romain Huette pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.